Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de J'ai enfin lu pour vous parler aujourd'hui d'un auteur que je ne connaissais pas du tout avant de commencer Booktube et Bookstagram, s'il s'agit de Victor Dixen. Alors Victor Dixen, je sais qu'il a fait également une grosse série connue qui s'appelle Phobos, que je n'ai absolument pas lu pour le moment en tout cas. Et il a fait également celle dont je vais vous parler aujourd'hui et dont j'ai lu le premier tome. Il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres. Le tome 2 se nomme La cour des miracles. Et il a fait une entrée fracassante dans ma palle parce que j'ai vraiment adoré le premier tome. J'ai adoré le premier tome, oui, même si j'avoue qu'au tout début, j'avais énormément de réticence avant de commencer ce livre. Pourquoi Eh bien, j'aimerais dire que j'avais très peur d'un énième roman sur des vampires, en fait. J'adore tout ce qui traite un petit peu de vampires, de créatures obscures comme ça, de choses très sombres, sanglantes, comme le mythe du vampire. Et j'en ai lu un paquet. J'ai lu les Anne Rice qui sont fabuleux, franchement. Je pense que franchement, Anne Rice, elle nous offre quelque chose de vraiment très pur, presque proche du vampire originel, comme on le connaît dans les légendes. Donc tous les Anne Rice, les classiques comme Stalker, un peu plus jeunesse comme du Annette Curtis Close. J'en ai vu également des tonnes, que ce soit tous les comics à la Blade. Et en film, j'en parle même pas parce qu'il y a eu des tonnes et des tonnes d'adaptations sur tout le mythe vampirique derrière. Des très bonnes comme des beaucoup moins bonnes. Bref, le mythe du vampire a vraiment toujours fasciné ou terrifié les gens au point de pouvoir faire énormément d'adaptations dessus. J'adore ça, franchement, j'aime beaucoup lire sur les vampires, j'aime beaucoup lire sur les vampires, mais est arrivée la folie Twilight. Et là, le mythe du vampire n'a plus jamais été pareil, je trouve. Je vais pas vous le cacher, j'ai détesté Twilight. Je suis désolée pour ceux qui sont fans de Twilight, et je suis également désolée pour l'autrice, mais franchement, moi, ça m'a pas du tout convenu. Pour moi, elle a vraiment, on va dire, piétiné le mythe du vampire. Alors certes, il y avait certainement une idée derrière, le pseudo-vampire végétarien qui se nourrit uniquement d'animaux parce qu'il n'est pas en corrélation avec sa nature de monstre suceur de sang d'autres êtres humains. Ok, mais alors un vampire qui brille au soleil, pourquoi? Non, pourquoi? Enfin, bref, je vais pas épiloguer là-dessus, cette vidéo n'est pas là pour ça. Mais bref, j'ai eu énormément de réticence par rapport à Twilight et toutes les adaptations qui ont suivi derrière qui étaient vraiment plus dans le style le vampire est un jeune homme beau gosse à la beauté froide, qui est mal compris et qui va forcément faire tomber toutes les midinettes amoureuses de lui. Et on est parti dans de la neuromance que je déteste parce que pour moi c'est pas du tout ça le mythe du vampire. Chacun a ses opinions, pour moi le vampire c'est pas ça. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un énième livre sur les vampires qui sortait, j'avoue que j'étais tentée par la curiosité, mais en même temps blasée en me disant ça va être encore un énième Twilight. Et j'avais pas envie. J'avais pas envie d'aller là-dedans. J'ai vu énormément de bonnes critiques comme des mauvaises. Mais j'avoue qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait. C'était ce côté de roi soleil vampire. Je m'étais dit, oulala, dans quoi est-ce qu'on va s'embarquer? Le roi soleil en vampire, ce qui est une excellente idée en soi, parce que transformer le mythe donc, du roi soleil, donc ce roi très puissant, ce roi qui est connu pour s'appeler le roi soleil, donc le roi de l'astre lumineux, donc le roi qui gouverne sur le jour, et le transposer en roi de la nuit, avec donc ce mythe du vampire, ce mythe du masque d'or du roi soleil qui cacherait un visage vampirique derrière. C'était une excellente idée, donc je m'étais dit, bon allez, je vais essayer de passer outre mes a priori, si j'aime pas de toute façon il suffit que j'arrête de lire, hein, tout bêtement. Et ben devinez quoi, je me suis arrêtée de le lire, oui certes, mais quand je suis arrivée à la 4e de couverture. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, il devait y avoir une espèce de faille spatio-temporelle dans laquelle je me suis engouffrée, parce que j'ai ouvert le livre à la première page et quand je l'ai refermé, eh bien, il n'y avait plus de pages. J'avais fini le livre, je ne l'ai même pas vu passer tellement j'étais prise dans le récit. C'était incroyable.
Franchement, ma première approche de Victor Dixon est plus que positive là, et j'ai vraiment, mais alors vraiment envie de lire le tome 2, quasiment à la suite, parce que franchement, le tome 1 m'a réellement embarqué dans cette histoire incroyable. Et en parlant de cette histoire incroyable, je vais vous faire peut-être un petit résumé quand même pour ceux qui ne connaissent pas. On va donc parler du roi Soleil qui a été transmuté en vampire et qui maintenant fait partie, et qui maintenant régit le monde en tant que vampire et donc en tant que maître de la nuit. Et à côté de ça, on va suivre Jeanne. Jeanne qui est une roturière, qui est donc vraiment tout en bas de l'échelle sociale, et qui, par un concours de circonstances, je ne peux pas vous évoquer sans vous spoiler, elle va se retrouver propulsée sur les bancs d'une école qui vont lui inculquer les bonnes manières vampiriques pour pouvoir essayer d'intégrer la cour du roi. Et c'était excellent. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Si je m'arrêtais en premier lieu à la couverture, ce masque doré là qui rappelle vraiment tout le roi soleil, tous les artifices de Versailles, les dorures, le luxe, tout ce qui est inaccessible au commun des mortels en fait, mais déguisé en un aspect un peu plus vampirique avec des crocs qui sortent et tout. C'était intéressant certes, mais la couverture ne m'attirait pas exceptionnellement plus que ça. C'est vraiment le concept de Louis XIV transformé en vampire qui m'intriguait au plus haut point en fait. Je trouvais le concept assez osé et je voulais voir s'il avait été poussé jusqu'au bout avec une cour vampirique, avec des castes, avec des manières. Et j'ai vraiment pas été déçue parce que c'est exactement le cas. On va retrouver les impôts d'antan mais qui ont été modifiés à la sauce vampirique. La dîme par exemple, au lieu d'être un impôt sous forme d'argent, est un impôt sous forme de sang, reversé donc à la cour vampirique, qui ponctionne ses sujets par le sang au lieu de l'argent. Il y a tout cet aspect de cette école qui essaye d'apprendre les bonnes manières, mais les bonnes manières pour le jour comme pour la nuit, en sachant quel couvert utiliser à table par exemple, mais également quel verre peut contenir tel cru sanguin. Est-ce qu'un verre à pied sera plus approprié qu'un verre à ballon pour contenir le sang d'une jeune vierge? Est-ce qu'il vaut mieux un verre plutôt évasé ou plutôt en corolle? Incroyable. Franchement, des superbes idées qui sont idées avec un remaniement très intelligent pour transposer vraiment tout ce que l'histoire nous a appris, on va dire, mais côté vampirique en fait. C'est très 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 intelligent. Et je réitère, mais franchement, ma première approche avec Victor Dixon est parfaite pour le moment. J'espère vraiment que le tome 2 sera à la hauteur du tome 1, j'ai envie de dire. Pour ce qui est des personnages, j'avoue que le personnage principal de Jeanne m'horripile un petit peu comme il m'intéresse. Il m'horripile dans le style que c'est donc une roturière qui se retrouve propulsée au rang de noble par un fait que je ne peux pas vous dire sans vous spoiler, et qui va utiliser ce nouveau statut de noble par moment vraiment pour écraser les autres et asseoir son nouveau statut de je suis un noble et toi rappelle-toi que tu es roturier, donc tu ne me parles pas comme à quelqu'un d'égal. C'est un rôle qu'elle se donne certes, mais il y a des moments on sent qu'elle apprécie plus que ce rôle-là en fait. On sent qu'elle est noble à présent, donc il faut qu'elle s'auto-persuade en écrasant les autres qu'elle est noble en fait. C'est un petit peu dommage, ça rentre bien dans le personnage, mais il y a des moments où je trouvais que c'était un peu trop exacerbé. De même qu'elle a une chance très insolente, je trouve, par moments. Ça facilite l'avancée du récit, parce que c'est évident que si on découvrait le secret qu'elle a trop tôt, tout le charme serait dissipé et il n'y aurait plus d'histoire, certes. Mais quand même, avec toutes les péripéties qui lui arrivent, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup trop de chance, beaucoup trop d'éléments qui s'imbriquent en mode pouf. Et voilà, on continue l'histoire, c'est parti. Ah, c'est logique et en même temps c'est frustrant parce qu'on se dit oui, mais là quand même tout lui est dû, là tout est facile pour elle. Il y a un petit problème, il aurait fallu peut-être qu'elle ait des ennuis, mais jusqu'au bout et pas qu'il y ait un retournement de situation positif pour elle à chaque fois en fait. Ça contribue à la suite de l'histoire certes,
j'espère presque qu'il va y avoir un peu plus de problèmes pour elle dans le tome 2 parce qu'on a envie de savoir. Donc oui, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce que son secret va être conservé? Est-ce qu'il va y avoir des gens au courant qui vont cracher le morceau? Est-ce qu'elle va continuer à jouer ce double jeu de mi-noble, mi-roturière? Je suis curieuse. Je suis très curieuse de continuer malgré le fait que je l'aime et je la déteste en même temps. J'aime son côté fougueux, j'aime son côté qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui a envie d'aller de l'avant pour accomplir une vengeance, pour accomplir aussi une élévation personnelle de sa personne. Oui, il y a beaucoup de trucs qui sont très intéressants chez elle. Et il y a ce côté un peu trop, de réussir trop facilement et trop rapidement. Parfois par la chance, parfois par un petit coup du destin qui fait que elle est un peu agaçante. Et elle est un peu agaçante aussi du fait que elle arrive à tout en fait. Quand elle se confronte à des nobles qui ont l'habitude d'utiliser un verbe particulier, d'utiliser la menace sous-entendue, d'utiliser les rails publics, et elle arrive comme par magie à utiliser presque le même verbe sans pourtant connaître les us et coutumes de la haute société en fait. Elle arrive à contrecarrer rien que par la parole une petite noble. Elle s'est pas montée à cheval, mais comme par hasard, on va lui donner un cheval qui est tempétueux, qui est indomptable, qui est imprévisible, mais elle va réussir à le dompter par magie, comme par magie. Donc il y a un petit peu des trucs comme ça, c'est un peu trop facile. C'est un petit peu trop une Marissou, comme on dit dans les fanfictions, quelqu'un qui sait tout faire du premier coup sans jamais avoir de soucis derrière. C'est un petit peu le reproche que je lui ferai. Alors je sais pas si dans le tome 2 ça continue comme ça ou si elle va y avoir un peu plus du plomb dans la tête, on va dire, quelque part. Je suis curieuse. C'est un personnage qui est ambigu et où mon ressenti est ambigu aussi en fait. Concernant, on va rester dans le côté des humains, concernant les humains, j'aime beaucoup Naoko. Je peux me tromper, mais je pense que dans le tome 2, il va y avoir un rapport avec son secret à elle aussi, parce que oui, c'est beaucoup de personnages mystérieux qui tous ont quelque chose à cacher, que ce soit en physique, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le passé. Il y a toujours quelque chose à cacher, et je pense que Naoko, on va peut-être en savoir un petit peu plus sur elle, et je serais curieuse de voir ce qui va se passer. Elle est à la fois effacée, réservée, et à la fois très présente pour Jeanne, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Mais c'est pas ma préférée. Ma préférée reste Poppy. Cette jeune femme a l'air incroyable. Franchement, elle est à la fois forte, à la fois faible, à la fois terrifiée que l'on connaisse elle et aussi son secret. Elle fait tout pour paraître plus forte qu'elle ne l'est, pour éviter justement qu'on lui marche sur les pieds ou qu'on essaye de l'embêter un peu trop pour creuser et essayer de coincer son secret. Elle a l'air incroyable. Mais vu comment la relation, on va dire, avec Jeanne a été un petit peu détériorée, sans vous spoiler, je suis curieuse de voir ce que ça va donner dans le deuxième tome, parce que Jeanne a beau essayer de se racheter, je ne suis pas sûre que vu le caractère de Poppy, elle lui pardonne aussi facilement. Donc je pense que ces deux personnages, on va les revoir dans le tome 2 et je pense que leur relation peut être très très intéressante de ce point de vue-là. Côté filles, je pense que c'est à peu près toutes celles qui m'ont marqué en positif. Il y a celles que je n'aime pas spécialement, comme Hélénaïs, qui est l'archétype même de la garce qu'on a envie de frapper, sans être méchante. Donc elle, c'est pareil, je pense qu'il peut y avoir de nouvelles confrontations dans le tome 2, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Toute cette partie de l'école, de l'apprentissage, des rivalités, des secrets, ça m'a vraiment fait penser à l'apprentissage de Mia pour devenir assassin dans Nevernight. Ça m'a vraiment fait penser à ça, là. Une jeune fille qui se retrouve un petit peu catapultée là, qui a des secrets, qui essaye de devenir la meilleure, parce qu'elle a un but ultime pour atteindre, dans un cas, la cour des assassins et dans l'autre, la cour de la nuit. Ah, il y a des similitudes avec les personnes qui se détestent, avec les amours naissants, avec les drames, avec les revirements de situation.
J'ai trouvé ces deux livres assez proches de ce point de vue-là pour tout ce qui est école en fait. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai trouvé ça, le parallèle assez rigolo, j'ai trouvé ça sympa. Pour tout ce qui est côté masculin, c'est pas facile de trouver comme une accroche particulière avec les personnages parce qu'on en voit très peu finalement. On voit le personnage d'Alexandre qui est un vampire. On ne sait pas trop s'il est du côté ou non de Jeanne pour le moment. Il y a peut-être une attirance du vampire vers l'humaine, mais inversement, c'est pas très réciproque. Mais est-ce que cette attirance est sincère, on peut dire, ou est-ce que c'est pour s'attirer les grâces de la jeune fille et de la cour? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu calculé derrière? Le vampire est quand même assez fourbe, donc je pense qu'il va y avoir une accroche derrière qui pourrait être très intéressante, surtout dans le tome 2. C'est un personnage assez intéressant qui est bloqué, on va dire, dans sa jeunesse, dans son ancienne jeunesse plutôt, et qui est très jeune vampiriquement parlant, donc il n'a pas encore le recul nécessaire, l'expérience pour pouvoir s'opposer ou savoir répondre aux plus anciens en fait. Et c'est ce qui pêche un peu chez lui, ce qui fait que je n'arrive pas pour le moment à l'apprécier du fait qu'il est trop impulsif, il est trop jeune ouais, encore dans sa tête, ce qui fait qu'il lui manque un petit quelque chose qui fait qu'il n'est pas assez charismatique pour moi. J'attends de voir, peut-être que ça va évoluer. J'attends de voir, je suis curieuse pour ça. Voici un personnage qui me plaît beaucoup, c'est celui du roi, mine de rien. Parce qu'il est très énigmatique, parce qu'il a ce fameux masque d'or qui lui cache le visage, un visage qui aurait été déformé par la mutation en vampire. Personne ne sait réellement ce qu'il y a dessous, est-ce qu'il a été lacéré, est-ce que c'est pour cacher une maladie, une malformation de la peau, est-ce qu'il n'y a rien dessous Je suis curieuse de voir ce qu'il y a sous ce masque. Il y a des moments, c'est un peu sous-entendu quand il enlève le masque, qui a sa mâchoire qui se déforme pour devenir celle vraiment d'un vampire. Il doit y avoir quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'intriguant là-dessous que j'aimerais vraiment pouvoir percer un jour parce que ce personnage-là est très complexe. Rien que par les mots de Victor Dixon, on sent quand le roi est là. On sent que ça en impose direct. Il y a cette pression qui vient d'arriver, ce froid glacial, cette impression de puissance qui est là. On sent vraiment que le roi est d'arriver dans la place, qu'il va falloir faire profil bas parce que sinon on va très certainement se faire bouffer, voire pire. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la description de puissance de ce personnage-là. On sent qu'il était déjà puissant en tant que roi humain, mais maintenant en tant que roi immuable, roi vampire, il a la prestance du titre qui lui va mais à merveille en fait. Il a soit sa puissance et en même temps il a soit son aspect tyrannique également. Parce qu'il reste un roi, donc un roi ça se respecte et un roi ça se craint. Et il arrive très bien à utiliser ces deux versions de lui-même en fait, d'être craint et respecté à la fois. Il doit avoir également un espèce de côté un peu plus sensible. Sensible, on s'entend sensible quand on est un vampire, mais un peu plus, oui, qu'il rapproche presque de l'humain avec cette passion qu'il a peut-être pour regarder les étoiles. C'est vraiment, on dirait qu'il a un sentiment particulier quand il regarde les étoiles, qui n'a pas été très décrit, je pense, dans le premier tome. On ne fait vraiment qu'à l'apercevoir quand il croise Jeanne pour aller à l'observatoire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cet observatoire, que cet attrait pour les étoiles, qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est un peu comme le fusil de Tchekhov, je ne sais pas si vous connaissez je ne sais plus comment s'appelle ce procédé-là qu'on utilise notamment au cinéma, où pendant un plan où il va y avoir, la caméra va se mouvoir sur une salle particulière et s'arrêter sur un objet en particulier. Et on sait que parce que la caméra s'est arrêtée sur cet objet en particulier, qu'il va être important pour le reste de l'histoire.
Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On s'est arrêté sur le fait qu'il allait à l'observatoire, qu'il aimait regarder les étoiles et qu'il aimait les contempler et essayer de trouver un espèce d'avenir sur le monde vampirique via ces étoiles. Et j'ai l'impression que cet aspect, on s'est arrêté dessus, mais on l'a survolé dans le tome 1 et peut-être que ça va être important pour les autres tomes. J'ai un peu ce sentiment, peut-être que je peux me tromper, hein, mais j'ai ce sentiment que c'est peut-être quelque chose d'important. Donc on verra bien. Mais en tout cas, c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup, par sa puissance, par son intelligence, par son machiavélisme aussi. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de voir comment cette relation, entre guillemets, avec Jeanne va évoluer dans le second tome. Vu que Jeanne est rentrée à la cour en tant que pupille du roi, est-ce que ce statut un peu particulier va être conservé ou non? Est-ce que c'est très très intéressant. Oui, franchement, j'ai vraiment très très hâte de lire le second tome. Je suis obligée de me retenir parce que si je pouvais, je fonderais dessus direct. Qu'est-ce que je pourrais vous parler de plus sans vous spoiler? Si, j'ai une mention particulière que j'ai trouvée mais incroyablement bien faite. C'est qu'à un moment de l'histoire, il y a un grand banquet organisé pour montrer les manières des élèves qui veulent concourir à devenir membre de la cour du roi. Et au cours de ce dîner, en fait, il va y avoir les humains et les vampires qui vont être là pour montrer justement qu'ils connaissent et les manières des mortels comme des immortels pour pouvoir se tenir en société. S'ils sont choisis par le roi, ils vont être dans un premier temps mortels et peut-être immortels par la suite. Donc il faut qu'ils connaissent les deux us et coutumes du monde mortel et immortel. Et lors de ce banquet, Victor Dixon, sur une page, il a mis 2 menus. Il a mis un menu pour les humains et un menu pour les vampires. Menu pour les humains qui a l'air plutôt bien alléchant, mais le menu pour les vampires, mais il m'a séduit. Franchement, il m'a étonné et séduit. Je ne pensais pas que c'était faisable de faire un menu pour les vampires, parce que oui, les vampires boivent du sang, certes, mais que ça. Alors créer un menu que par du sang, j'ai trouvé ça incroyable. C'est très intelligent et finalement, c'est logique. C'est très très logique, je vais pas vous dévoiler le contenu du menu parce que ce serait dommage et vous gâcher la surprise, mais finalement c'est très logique, on se dit mais oui c'est un peu comme le vin finalement, il n'y a pas qu'un seul type de sang, il y a entre guillemets plusieurs cépages avec tous les résus possibles, il y a la manière dont il a été conservé, si c'est dans un corps jeune, vieux, s'il a fait plutôt de sport, s'il a vécu plutôt dans la montagne ou dans la ville, ils ne vont pas avoir la même saveur au niveau du palais. C'est super intelligent Oui, moi j'ai vraiment trouvé cette comparaison entre le sang et le vin en fait, qui peut se bonifier avec le temps mais peut avoir également un goût très prononcé alors qu'il est encore très jeune. Qui peut, oui, être plutôt épicé, plutôt sucré en fonction de ce que la personne a l'habitude de manger, de ses habitudes physiques et sportives, de son milieu naturel dans lequel il vit. Si c'est plutôt à la campagne, il va avoir un goût comme cela. Si c'est plutôt à la ville, il va y avoir un goût plutôt corsé parce que c'est très très intelligent. Et franchement, j'ai trouvé ce parallèle incroyable. C'est peut-être moi qui fais le parallèle avec le vin parce que j'aime beaucoup cette science de l'œnologie, mais franchement j'ai trouvé que c'était très très bien et j'ai adoré le concept du menu en fait. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Sinon je peux vous dire que concernant les épreuves qu'il y a dans cette école pour devenir un noble reconnu par le roi et donc devenir un écuyer, c'est intéressant, pareil ça m'a toujours fait penser donc aux écoles de Nevernight. Et les épreuves sont assez logiques, une fois de plus, entre connaître les us et coutumes du soleil et de la nuit. J'ai beaucoup aimé, franchement, d'excellentes idées, très bien pensées et très bien amenées, avec tact, avec intelligence, avec fourberie aussi, j'ai envie de dire par moments, parce que
on s'imagine un petit peu un scénario et au final l'auteur arrive à faire un petit twist auquel on ne s'attend peut-être pas spécialement. Il y en a certains, je m'y attendais. À force de lire en fait le caractère du personnage, je me doutais de comment ça allait terminer avec Jeanne en fait. Je voyais que par son comportement, par son altruisme, par sa soif de vengeance, mais par sa soif de justice et de liberté, je pensais que ça pouvait se finir que d'une manière, et c'est cette manière-là dont ça s'est réellement terminé en fait. Donc je suis contente d'avoir réussi à cerner le personnage, mais je n'avais cerné que elle en fait. Le second personnage avec qui il y a eu un espèce de plot twist final, celui-ci je ne l'avais pas vu venir. J'ai trouvé ça très très intelligent une fois de plus. Et je veux en savoir plus. Il y a tellement de personnages qui sont intéressants et pas encore assez creusés à mon goût. Le personnage du reclus notamment. Lui, j'ai envie d'en savoir plus. Je sens qu'on va le revoir parce que c'est pareil. Il y a une certaine, je dirais pas, une certaine curiosité, une certaine tendresse entre le personnage de Jade et ce personnage du reclus. Mais il va y avoir, je pense aussi, une certaine rancœur qui pourrait être très intéressante à exploiter dans le tome 2. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. L'écriture est belle, l'écriture est prenante, l'écriture est magique, je dirais presque, parce qu'il y a vraiment un on-off, un jour-nuit qui est parfait justement pour un style d'écriture sur la journée avec ces êtres de sang chaud qui peuvent vivre au soleil, qui ont une manière différente de voir la vie. Et on sent le style d'écriture qui change quand on bascule du monde de la nuit avec justement les êtres de sang froid, les êtres qui ne sont plus vivants, qui ont une autre manière de vivre, qui ne voient que par la guerre, le complot et l'intelligence machiavélique qu'il y a derrière tous ces engrenages, tous ces rouages de la politique vampirique. C'est très très intelligent, c'est très beau, c'est très bien écrit. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et je serais curieuse de me lancer à présent dans Phobos parce que si franchement, j'en ai eu que des bons échos pour le moment et s'il est aussi bien que Vampiria, je pense que je vais beaucoup aimer. C'est notamment Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui est archi fan de Phobos, donc elle me donne bien envie de lire cette série. C'est pas très bon pour ma palle ni mon budget, mais c'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette première lecture de Victor Dixon, donc je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Pour conclure, je dirais que presque ce livre m'aurait fait renouer avec le genre vampirique. Ça me présage une bonne série, je sais pas combien de tomes il y aura de prévus. Je verrais bien une trilogie, je pense que ce serait le format parfait. Parce qu'après, il devrait y avoir matière à faire beaucoup de choses. Déjà avec la quête principale de Jeanne, et puis après avec le fait que si en étant à la cour du roi, on peut être amené à faire diverses tâches pour le roi, ça peut être tout en restant au sein même de la cour et dans Versailles, tout comme à l'étranger, vu que on est quand même à la cour royale, donc il va y avoir des intrigues politiques, mais il va y avoir aussi des guerres avec d'autres créatures de la nuit, très certainement, qui sont là. Il y a ce petit côté un peu mystique qu'il y a avec cette soif de vampire qui augmente dont on parle. Ça, ce point-ci, je pense qu'il va être très important pour la suite également. J'ai hâte de voir le côté scientifique un petit peu que va prendre la chose, parce qu'il y a un aspect très Frankenstein un petit peu aussi derrière, avec ces essais un peu cliniques qui font cette banque du sang qui est là mais qui est très obscure dans le premier tome. On ne sait pas réellement ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, on sait juste qu'ils font des expériences et que quand on passe entre leurs mains, il y a plus de mal que de bien qui en ressort, si on en ressort vivant ou transmuté. Il y a des... Je pense que cette version-là de la banque du sang vampirique, j'ai hâte de voir un côté un peu plus scientifique, un peu plus touche à tout, un peu plus
un petit peu, oui, Frankenstein, savants fous qui vont faire plein d'expériences. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Tout ça pour conclure avec un énième, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, je dirais même presque que je l'ai adoré, que j'ai hâte de lire le tome 2 qui s'appelle La Cour des Miracles, qui est déjà sorti chez Robert Laffont en format broché. La couverture est très jolie aussi, avec un nouveau masque dessus, donc est-ce que c'est un autre masque qui appartient au roi ou est-ce que c'est un autre personnage? J'attends de voir. Et la Cour des Miracles, vu que ça se passe toujours à Paris, ça m'induit dans le chemin du classique Cour des Miracles avec un peu, vous voyez, le bossu de Notre-Dame, cette caste qui est à part de tous les rebuts de la société, tout ce qui est les mendiants, toutes les personnes qui sont un peu malades, difformes, handicapées, tous les rebuts de la société dont on ne veut pas entendre parler ni voir l'existence. Est-ce qu'il va y avoir un rapport là-dessus? Est-ce que ça va être faire partie d'un groupe un petit peu obscur qui va essayer de faire une rébellion contre la cour vampirique? Est-ce que cette cour des miracles va avoir un certain rapport avec cette fameuse banque du sang et ses expériences? J'ai vraiment hâte de me plonger dans le second tome. En tout cas, une énième fois, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré cette première approche de Victor Dixon, qui ne sera certainement pas la dernière parce que je vais au moins lire le tome 2 de Vampiria, ça c'est sûr et certain. Et je pense que je vais même me pencher sur le cas de Phobos parce que j'ai hâte de voir ce que peut donner la plume de M. Dixon dans un événement un peu plus science-fiction, un peu plus dans l'espace que ça doit se passer justement, donc j'ai très très hâte. Dites-moi tout en commentaire, est-ce que vous avez déjà lu Vampiria ou un autre livre de Victor Dixon? Est-ce que vous avez aimé ou non? Qu'est-ce que vous avez plus ou moins apprécié dedans? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram si vous préférez discuter via ce biais-là. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous plaît également. Et sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!